New York, 26 mai 1954. Un bref communiqué d'agence nous apprenait hier, on le lit en Espagne. La grande guerre venue sur le front occidental, à Londres pendant le Blitz, en Afrique du Nord, en Sicile, en Italie, en Normandie, lors du débarquement où il fit partie des premières vagues d'assaut, en Hollande où son reportage avec les armées parachutées à Arnhem sont encore présentes à bien des mémoires. On le vit également en Russie, au Japon, en Corée et enfin en Indochine où sa carrière à 40 ans s'achève tragiquement. Voilà, c'était lui, Robert Capa. Vous le connaissiez, n'est-ce pas? Mais si, vous le connaissiez, quel que soit votre âge, pour au moins une raison, Omaha Beach. Le 5 juin 1944, en Angleterre, avant de s'embarquer sur un navire de transport de troupes, il a, lui aussi, comme tous les soldats qui partent à la guerre, écrit à sa famille une lettre d'adieu et l'a dissimulée dans la poche de sa chemise. Mais lui, bien sûr, n'était pas soldat. C'est même pour cela qu'à la différence de ces milliers d'anonymes qu'il photographia tout au long des années, vous connaissiez Robert Capa. Alors que rien ne l'obligeait à se porter volontaire, il fut le seul et unique reporter photographe à participer à la première vague du débarquement d'Omaha Beach. Il se fit affecter au 2e bataillon du 116e régiment d'infanterie parce qu'à l'heure où celui-ci devait atteindre les côtes normandes, à 6h30 précise, il était sûr d'une chose, qu'il aurait assez de lumière pour y prendre ses photos. Et même si vous n'avez jamais vu les photos que Robert Capa prit ce jour-là, vous saviez qu'elles existent. Vous saviez que quelqu'un avait été assez fou pour se glisser ces appareils photos bien protégés de l'eau par un petit sac en toile cirée étanche au premier rang de cette armada. Almighty God, we commend to thy overruling providence the men and women of our forces by sea, by land and in the air, beseeching thee to take into thine own hands both them and the cause they serve. Be thou their strength when they are set in the midst of so many and great dangers, and grant that whether by life or by death, they may win for the whole world the fruits of their sacrifice and a just peace. Ne croyez pas qu'il ne connaissait pas la peur. Au contraire. Plus d'une fois, elle le fera trembler de la tête aux pieds, lui déformant le visage, lui tordant l'estomac. Plus d'une fois même, contre l'évidence des risques insensés qu'il était capable de prendre, il dira de lui « Je suis un lâche ». Mais jamais la peur ne sera plus forte que son désir de danser avec la mort. Suicidaire, Capa? Non, il aimait trop la vie, les femmes, le jeu, l'alcool, mais il ne pouvait en jouir qu'en s'approchant le plus près possible du danger. Retenez bien ces 4 mots. Le plus près possible. À Omaha Beach, la veille,
Il était resté très exactement 90 minutes, le temps de finir toutes ses pellicules. Sur l'ensemble des photos prises par Capa au péril de sa vie, 11 seulement seront sauvées. Ces 11 photos, vous ne les verrez pas dans ce film. Pas plus d'ailleurs que la quasi-totalité des 75 000 clichés que Capa prit tout au long de sa carrière. Soyons clairs, on nous l'a, sans ménagement, interdit. Lettres d'avocat, menaces de procès, jusqu'aux témoins intimidés qui refusent de nous voir. La légende de Capa est sous clé. Dès la mort de Capa, son frère Cornel fut obsédé par la protection de l'œuvre qu'il recevait en héritage. Et alors même que cette œuvre avait été tout entière tournée vers le visible, il décida de la dérober au regard et d'en verrouiller strictement l'accès. Capa devint l'objet d'un clan, Magnum, et du plus impitoyable des copyrights. Mais de quoi exactement fallait-il écarter les curieux ? Tout part de cette photo d'un homme qui meurt en Espagne pendant la première des 5 guerres de Capa. Quand Capa part pour Barcelone le 5 avril 1936, envoyé spécial du magazine Vue, il sait pourquoi. Comme l'écrit la journaliste Martha Gellhorn, l'Espagne était alors l'endroit du monde où les hommes libres pouvaient lutter contre Hitler et ses imitateurs. Après avoir été brièvement tenté par le journalisme, Capa s'était tourné vers la photographie par hasard. Car il n'y avait aucune prédisposition, pas la moindre vocation chez celui qui allait pourtant devenir l'un des plus grands photographes du XXe siècle. Cette femme y est pour beaucoup. Elle, vraisemblablement, vous ignoriez tout de son existence. Et pourtant, s'il y a dans la vie de Robert Capa un nom qu'il faut citer, c'est celui de Gerda Taro. En 1933, au moment où Hitler prend le pouvoir, elle est membre du Parti communiste allemand et doit s'exiler pour ne pas finir dans un camp. Capa n'aimera jamais une autre femme comme il aimera Gerda. Il lui apprendra à manier un Leica, il développera ses premières photos, mais c'est elle qui l'appellera le patron, sachant l'emprise qu'elle exerçait sur lui. Pour une grande part, Gerda a inventé Capa. Physiquement d'abord. À leur première rencontre à Paris, il avait une dégaine de clochard. Grâce à Gerda, la métamorphose fut complète. Ongles soignés, chaussures propres, cheveux courts, barbe rasée. Et puis complet veston, cravate, chapeau mou, un authentique reporter américain. Ce qu'il n'était pas. Pour vendre plus cher ses photos, Gerda et lui inventèrent un supposé photographe américain baptisé pour l'occasion Bob Capa. Bob Capa, ça faisait vrai, ça sonnait bien. Et les agences de photos tombèrent dans le panneau. Car il est temps de vous le dire, avant de rencontrer Gerda, il ne s'appelait pas Robert Capa, mais Endre Friedman. Les photos d'Endre Friedman étaient souvent mal cadrées et floues, mais elles attrapaient l'atmosphère de l'époque. Tout naturellement, il devint l'un des grands témoins du Front populaire. Il avait une incontestable faculté d'empathie avec ceux qu'il photographiait. Affable et désinvolte, il n'avait pas besoin de faire des efforts pour aimer les gens, pour montrer leur vie quotidienne, pour rendre compte de leurs combats. Aussi la presse de gauche se retrouvait-elle dans ces reportages simples et directs, où les visages dominaient, où le peuple, sans jamais être idéalisé, apparaissait toujours digne. En vérité, Endre Friedman était comme les hommes et les femmes en lutte qu'il photographiait. Pas un héros de légende, juste un type bien, qui essayait d'être du bon côté de la barricade, sans se raconter trop de boniments sur lui-même. Le jour où Capa entra dans sa vie, tout devint plus compliqué.
Endre Friedman finit par se faire avoir. Et lui, l'immigré hongrois, le juif apatride, le gauchiste de Berlin, le frère jumeau de ces républicains espagnols qui soulevaient dans son cœur des torrents d'émotions, se mit en tête de ressembler à cet Américain fictif qui n'était que son ombre portée. Un bourgeois respectable. Était-ce vraiment ce qu'il voulait devenir ? Oui et non à la fois. Non bien plus que oui, mais oui quand même. Et c'est peut-être cela dont la très influente agence Magnum, vestale d'une histoire qui lui échappe, ne veut rien savoir. Le 19 août 1936, à la gare de Barcelone, Capa accompagne les républicains qui partent au combat. Juste à côté de lui, un caméraman filme la scène. Regardez bien ces images, cette foule, ce couple qui s'embrasse. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est exactement ce que Capa a vu lui-même ce jour-là, à travers son objectif. À Cerro Muriano, ce fut pour Capa le baptême du feu. Parcourant le ciel, il se demanda quelle étoile il suivait. Les avions franquistes frappaient bien davantage les cibles civiles que militaires. Capa photographiait ce qui n'avait encore jamais été montré aux lecteurs des journaux américains et européens. Les désolations de la guerre, l'horreur dans sa crudité sanglante. Les enfants martyrs qu'il rencontrait sur les routes lui rappelaient sa propre enfance, qu'il avait passée à traîner dans les rues de Budapest avec une bande de gamins qui vivaient d'expédients. Mauvais élève, indiscipliné et bagarreur, lui aussi à peine plus âgé qu'eux, avait dû fuir le fascisme, quittant sa Hongrie natale pour Berlin, puis Paris. Aviación! Aviación! Le courage physique de Capa et de Gerda étonnait tout le monde. Ils ne s'abritaient pas quand l'ennemi faisait feu et continuaient à photographier comme si de rien n'était, pendant que les soldats, autour d'eux, se faisaient faucher par la mitraille. Capa et Gerda étaient partagés entre l'aversion que leur inspirait la barbarie franquiste et un sentiment d'ivresse libertaire que faisait naître en eux ce conflit. Certes, à chaque pas, la mort était au rendez-vous. Celle des civils, celle des combattants républicains, la leur aussi qu'ils entrevoyaient derrière chaque victime. Mais au-delà de toutes les souffrances endurées par le peuple espagnol, l'ordre bourgeois tremblait sur ses bases et c'était aussi ses ruines qu'il photographiait. C'est un après-midi comme celui-là que Capa rejoignit les forces républicaines dans une tranchée du front et qu'il prit, le 5 septembre 1937, la plus célèbre photo de toute la guerre d'Espagne. Il envoya la pellicule à Paris, parmi d'autres rouleaux, sans signaler l'importance de ces clichés. Manifestement, il ne se doutait pas le moins du monde que quelques mois plus tard, il serait devenu un photographe célèbre, parce que cet appareil que je tenais au-dessus de ma tête, dira-t-il avec ironie, avait photographié un homme au moment où il se faisait descendre. Life fait paraître la photo avec cette légende. Un soldat espagnol à l'instant précis où sa tête est atteinte par une balle. Les Américains ont la sensation du jamais vu. Quelques-uns protestent, beaucoup s'étonnent, mais tous sont sidérés. Pourtant, depuis au moins 30 ans, le doute persiste. Et si la photo mythique n'était qu'une mise en scène ?
On évoque l'absence de négatifs, les versions contradictoires de Capa, l'impossibilité d'identifier avec certitude le soldat mort. D'ailleurs, il n'y a pas un, mais 2 républicains fauchés par une balle et photographiés par Capa. 2 instantanés de la mort, et qui auraient été réalisés sous le même angle, le même jour, au même endroit, à la même heure. Avec l'ennemi supposé tiré dans le dos du photographe, difficile de ne pas croire en effet à une mise en scène. Quand on superpose les 2 photos, en remplaçant simplement le premier soldat par le second, on s'aperçoit que le chaume du sol est resté bien droit, que le ciel est le même, au nuage près, et que le premier mort, disparaissant dans les coulisses, a comme laissé sa place sur scène à un second acteur, jouant le même rôle. Un ancien combattant de la guerre d'Espagne évoque en détail la façon dont Capa et Gerda mettaient parfois en scène de fausses attaques. Il raconte dans son journal. Ce jour-là, ils organisèrent un grand assaut imaginaire. Une fausse position fasciste, submergée par des soldats qui poussaient des cris terrifiants et semblaient prendre un formidable plaisir à combattre, sautant et bondissant de joie après la victoire. Capa était très fier du résultat. Mettre en scène la guerre, cela vous surprend, mais il n'y avait rien d'étonnant à ça. Regardez les films de l'époque, ils se ressemblent tous. Cadre parfait, lumière de cinéma, l'esthétisme est au rendez-vous. Le soldat entre avec élégance dans l'image et ajuste soigneusement son tir devant l'objectif. Le caméraman ne tremble pas. Personne n'est pressé par le temps. La reconstitution recrée les faits pour les donner à voir. Mais ne nous interrogeons pas davantage sur la supercherie. Capa était parti en Espagne pour y photographier la victoire du peuple sur le fascisme. Ce qu'il en a rapporté est d'une toute autre nature et ne pouvait que provoquer l'émoi et la polémique. Sa photo du républicain abattu, c'était l'impossible à voir. Le moment insaisissable où la vie se conjoint à la mort. La mort, là, exactement sous la vie. C'était la vision de cet instant qui est arrière-plan de toutes les imaginations de la destinée humaine, l'éclatement de la bulle, la retombée brutale de cette boursouflure qu'est la vie. Vraie ou fausse, la photo de Capa est celle dont rêvent sans se l'avouer tous les photographes de guerre. Le réel sans phare, la mort nue. Les Espagnols n'ont pas tort quand ils la considèrent comme une icône universelle, semblable à Guernica de Picasso. Quand tous les égoïsmes du monde la laissaient tomber, Capa a regardé l'Espagne en lutte et l'Espagne en deuil, et il l'a photographiée dans tous ses combats, sous tous ses décombres, et il l'a aimée, elle, sans jamais la tromper. Le 27 juillet 1937, Capa, qui était provisoirement retourné à Paris, apprend la mort de Gerda, écrasée en Espagne par un char. Début mars, plus que jamais amoureux et depuis peu jaloux, il lui avait proposé de l'épouser. Mais la jeune femme avait décliné son offre. La pequeña Rubenia, la petite rouquine, avait enfin décidé de signer ses propres photos, que le plus souvent on attribuait à Capa, et elle commençait à jouir d'une véritable notoriété. La presse salua la première femme photographe tuée dans l'exercice de son métier. Et les journaux de gauche, dans le monde entier, en firent une héroïne de la lutte antifasciste.
Le jour de son enterrement, elle aurait eu 26 ans. La mort de Gerda plonge Capa dans le désespoir. Il s'enferme chez lui, refuse de voir ses amis, mange à peine, boit beaucoup. Il se sent coupable. C'est lui qui a fait découvrir à Gerda et la photographie et l'Espagne. Henri Cartier-Bresson le décrit comme un homme sur lequel un voile aurait été jeté. Désabusé, cynique et résolu à ne plus s'attacher à personne. Mais Capa repart à la guerre. En Espagne, puis en Chine, où il arrive en février 1938, après avoir accepté le projet d'un reportage photo sur l'agression japonaise, couplé à un documentaire que doit réaliser Joris Ivens. C'est là, en Extrême-Orient, que la Seconde Guerre mondiale avait de fait commencé, et dès 1937. Il va y retrouver une guerre semblable à celle qu'il a connue en Espagne, la guerre d'un peuple pour sa liberté. Cette année-là, Capa vient d'être désigné comme le plus grand photographe de l'année par le Picture Post. Et alors qu'Hollywood tourne avec Clark Gable envoyé spécial, la rumeur court que le personnage du film est inspiré de Capa en Chine, qui à l'époque du tournage n'y est pas encore allé. Sa légende se construit. Même angoisse qu'à Madrid ou à Tolède, mêmes avions, mêmes regards inquiets tournés vers le ciel, même mère, mêmes enfants. Et de l'invasion de la Mandchourie au terrifiant massacre de la population de Nankin par les Japonais, même indifférence de la Société des Nations. Les Japonais bombardent sciemment les quartiers civils. Et Capa sait d'expérience qu'après ces courses éperdues dans les rues, qu'après ces bousculades et ces cris, viendra le temps des cendres et des cadavres. L'écrivain hongrois György Markos découvre à Paris les photos envoyées par Capa. Il suppose que Capa a décidé de montrer au monde des atrocités semblables à celles qui ont provoqué la mort de Gerda. Ces photos de la guerre sino-japonaise sont parmi les plus terribles qu'il ait prises. Enfants au ventre protubérant, mères enceintes couvertes de sang, Chinois contraints de creuser leur propre tombe sous la surveillance de soldats japonais chargeant à la baïonnette des civils chinois. Capa était parti en Chine chercher sa propre mort, conclut Markos. Mais pour l'instant, en tout cas, il a échoué. Capa rentre en France plus désespéré qu'il n'était parti. Très vite, il rejoint l'Espagne, où l'heure de la défaite a sonné pour les républicains espagnols. Nous sommes en 1939. Capa photographia les derniers combats en prenant de tels risques, en dansant de si près avec la mort, que ses reportages laissèrent pantois les lecteurs. Le Picture Post titra cette fois « Robert Capa, le plus grand photographe de guerre au monde ». Endre Friedman, lui, pleurait sur l'agonie de sa guerre passionnée. Elle avait fait plus de 300 000 morts, pour la moitié civile. Plus de 300 000 prisonniers politiques allaient peupler les prisons de Franco, et des milliers d'opposants seront encore exécutés par lui. En mars 1939, Capa photographia la fin du rêve espagnol et l'exil des combattants à la frontière française.
Capa était né pour être parisien, disait l'écrivain Irving Shaw. Mondain, élégant, languissant et dandy quand cela le prenait. Mais que pouvait faire un photographe de guerre en temps de paix, sinon perdre son temps? Aussi passait-il ses nuits à boire dans les bars et à jouer au poker, qu'il considérait comme l'art humain de l'autodestruction. C'était un fauché chronique. L'argent lui filait entre les doigts, le sien et celui des autres. Il n'avait pas abandonné la photographie, bien sûr, prenant ici des enfants, là des ouvriers, là encore le Tour de France. Mais bien plus qu'un photographe, Capa se pensait comme un aventurier et le danger lui manquait. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et à Paris, on rappela les réservistes. À défaut de partir photographier une nouvelle guerre, Capa fut contraint une fois de plus à l'exil. Dans les années 50, l'Amérique de McCarthy lui fera payer cher son engagement à gauche. Pour l'instant, elle allait l'accueillir, tandis que l'air de l'Europe devenait irrespirable. Capa repensa à sa mère qui le dorlotait et l'habillait enfant en petit marin. Savait-elle qu'étudiant à Berlin, il lui arrivait d'être si affamé qu'il volait dans la gamelle du chien de sa logeuse? Capa repensa à la Hongrie, à l'Allemagne qu'il avait entrevue et aimée, celle de Bertolt Brecht, de Fritz Lang ou de Lubitsch. Il pressentait les horreurs des années à venir. Mais comment aurait-il pu se douter, par exemple, que seuls 5% des Juifs hongrois survivraient au génocide? Capa s'était rêvé américain et il le deviendra après la guerre. Mais en réalité, Friedman détestait ce pays qui lui apparaissait dénué d'âme. De fait, il n'y trouvera jamais sa place. Comme lorsqu'il n'avait qu'une paire de valets à aligner devant un brelandas, il disait à New York, dans son mauvais anglais matiné d'allemand, « Je ne suis pas heureux ». Au début des années 40, il travailla donc aux États-Unis, mais surtout, il s'y ennuya, avec le sentiment constant d'être tenu à l'écart de la guerre en Europe. Le 10 mai 1940, les troupes allemandes entrent en France. Capa éprouve une nostalgie grandissante de l'Europe. Après un reportage sur les bombardements de Londres pendant l'été 40, il vivote entre deux reportages, retrouvant pour le journal Life Ernest Hemingway, avec qui il était devenu ami en Espagne. Et puis, avec le mois de mai 1942, la guerre se décide enfin à lui tendre les bras. Il a 29 ans et les États-Unis sont entrés à leur tour dans le conflit. Quand Capa arrive à Londres, les bombardements massifs ont cessé. Ont malheureusement cessé. C'est du moins ce qu'il pense, en s'en voulant comme à chaque fois qu'il espéra le pire dans le seul but de le photographier. Paradoxe douloureux. Il a la guerre en horreur, mais quand elle n'est pas là, il se languit d'elle. Pas de bombardement, pas de victimes, pas de décombres, pas de bonnes photos. L'attente sera longue et faute d'accréditation, les combats se déroulent encore sans lui. Lui reste alors pour se consoler les femmes, toujours les femmes. Parce qu'elles au moins, comme l'alcool ou le jeu, il a le sentiment de pouvoir en disposer à satiété. Avec ses allures de gitan toujours aux aguets, Capa pouvait séduire n'importe quelle femme. Sans le moindre préjugé de taille, de couleur, de culture, de religion, de nationalité ou de statut conjugal. Vivian Leigh, Eddie Lamar, Pinky ou Graziella, Pamela, la belle-fille de Churchill ou Tony Sorel.
actrices, mannequins, journalistes, étudiantes, secrétaires ou comtesses. Capa était adulé des femmes. C'était le genre d'homme, disait-on, qu'on se vante d'avoir connu, avec qui on est fier d'être vu, et sur lequel on invente des histoires pour le seul plaisir de les raconter. Au printemps 1943, enfin, il saute dans le train de 7h30 pour Glasgow, puis embarque sur un navire transportant des troupes vers l'Afrique. Sa troisième guerre l'attend. L'Afrique du Nord, l'Égypte, la Libye. Capa ne sera pas le photographe de ces grandes batailles d'Afrique qui deviendront mythiques, mais il se retrouve néanmoins au cœur de quelques-unes des opérations militaires les plus violentes. Pendant 3 jours, sous un déluge d'obus, il photographie la bataille d'El Guettar pratiquement sans dormir. Il sent de nouveau le danger, le respire, l'inhale. Et pourtant, il est insatisfait, comme si aucun cliché n'était de taille à rivaliser avec celui du républicain espagnol, son obsession, sa hantise. Lucide, Capa sait qu'il est identifié pour l'éternité à une photo derrière laquelle il courra toute sa vie, mais qu'il ne refera jamais. Le débarquement allié en Italie le lance dans une folle poursuite des Allemands pendant 21 jours, et il se montre à la hauteur de l'événement. Comme à chaque fois qu'il se retrouve au cœur de la tourmente, il se montre efficace, fidèle à ce qui restera sa marque de fabrique. Si tes photos ne sont pas assez bonnes, c'est que tu n'es pas assez prêt. Dans ses mémoires, Capa ne fera jamais allusion au carnage dont, ici encore, il sera le témoin, comme si ces photos, et elles seules, devaient parler. Le 2 octobre 1943, il pénètre dans une école embaumant une odeur de fleurs et de mort. Là, il découvre les cadavres d'une vingtaine d'enfants dont les petits pieds sales dépassent des catafalques. Des gamins, note Capa, assez vieux pour combattre les Allemands et se faire tuer, et un tout petit peu trop grand pour entrer dans des cercueils d'enfants. Mais cette fois, contrairement à la guerre d'Espagne, à laquelle il ne cesse de penser, Capa, bien que déprimé et exténué, est du côté des vainqueurs qui, dans quelques mois, débarqueront en France. « 6 juin 1944. Ladies and gentlemen, you've all heard the great news of our invasion, which is going where it's sure to lead us on to victory. And while wishing good luck and Godspeed to all of our forces, especially perhaps our own loved ones, let's get back to work just as soon as we possibly can, redouble our efforts to bring these boys back victoriously and just as speedily as possible. Capa appartenait à la première vague de la première division d'infanterie qui débarqua sur Omaha Beach à l'aube du mardi 6 juin 1944. Le bureau londonien de Life Magazine resta sans nouvelles de lui toute la journée du 6. Capa était-il toujours en vie? Le lendemain soir, un motocycliste fit irruption dans le bureau du rédacteur en chef. Immédiatement, le laboratoire entreprit de développer les rouleaux de pellicule.
Mais dans la précipitation, les négatifs furent endommagés par un appareil de chauffage mal réglé. Le plus illustre reportage photographique du photojournalisme détruit. Des clichés d'une valeur inestimable, à jamais disparu. Sur le 4e rouleau, cependant, 11 images émergèrent du néant. Ce sont ces images qui ont fait l'histoire. 6 juin 1944. Les photos du siècle. Celles que Capa est allé chercher en enfer et qui ont scellé son destin. À Omaha Beach, avant de réembarquer sur une barge avec les premiers blessés, Robert Capa pensa à ce que lui avait crié un jour un jeune aviateur blessé qui le voyait photographier ses copains morts. Charognard. Charognard. N'est-ce pas ce qu'avaient pensé de lui bien d'autres combattants sanguinolents en Espagne, en Chine, en Afrique du Nord? Bien sûr, ils avaient été le plus souvent heureux d'avoir à leur côté un photographe de guerre pour témoigner de leur héroïsme devant l'histoire. Mais comment pouvaient-ils ne pas se dire, criblés de balles ou d'éclats d'obus, que la célébrité de Capa se mesurait à l'aune de leur souffrance? Ces plus belles photos, celles qui faisaient la une des magazines, de quoi étaient-elles faites, sinon de leur sang? Après le jour J, pendant 48 heures, Capa, dont un sergent américain croyait avoir vu flotter le cadavre sur l'eau, fut déclaré officiellement mort, et l'armée valida sa notice nécrologique. Mais sur la plage, document rarissime, au milieu des soldats qui se recueillent, c'est lui, bien vivant, qui les photographie. Robert Capa filmé par un correspondant de guerre. Capa accompagne désormais la 82e Airborne dans sa progression. Là encore, il est à côté du caméraman qui filme ces images. Ce que vous voyez là, il est en train de le voir, sous le même angle que vous. C'est la réalité brute, juste avant qu'il ne la photographie. Tenez, comme il le fera, par exemple, de ce soldat blessé qu'on transporte en brouette, instantané de la guerre. La conquête alliée du bocage normand se révèle terriblement cruelle pour la population. Au milieu des ruines, les GI ont parfois l'air de gamins vulnérables à qui on aurait joué un mauvais tour en leur flanquant un fusil entre les mains et en les envoyant dans un autre monde. De ville en ville, Capa s'attarde sur le visage des prisonniers allemands, cherchant au fond de leurs yeux le repentir et n'y trouvant que l'indifférence ou la peur. Savent-ils, ces soldats défaits et hagards qui tendent vers le ciel leurs bras impuissants, que ce photographe juif, cosmopolite et révolutionnaire représente tout ce qu'ils haïssaient et voulaient détruire? Le 25 août 1944, Capa est là, dans la Jeep qui suit celle de Leclerc vers Paris. Une femme lui tend un enfant, qui l'embrasse, et il ne peut s'empêcher de pleurer. Il ne cherchait pas d'angle sophistiqué. Il n'était pas assez fluide dans son approche du sujet. Il prenait la plupart de ses clichés à hauteur d'œil. Ses images étaient trop lisibles. On suivait sa pensée sans difficulté. Mais peu importe à Capa.
De sa vie, ses jours sont certainement les plus beaux. Depuis l'âge de 17 ans, il a erré d'hôtel en hôtel, de champ de bataille en champ de bataille. Apatride depuis 1931, il voyage encore avec son vieux passeport de réfugié. Toute sa vie, il a couru le monde sans prendre racine. Aujourd'hui, ce 25 août 1944, il a le sentiment d'être enfin de retour chez lui. En se libérant, Paris le libère pour un temps de ses vieux démons, la solitude, le nomadisme. Il le sait, c'est aussi pour lui que ces hommes se battent et meurent. « 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale s'annonce. Capa ironise sur le chômage qui l'attend et à ce moment précis où il va devoir mettre un terme à sa fuite perpétuelle sous les bombes, comme un défi, en une soirée, il part à la conquête d'un mythe. Ingrid Bergman, celle-là même dont nombre de soldats américains emportaient la photo dans leur pactage. L'interprétation d'Ingrid Bergman dans Gaslight lui avait valu un an plus tôt l'Oscar de la meilleure actrice. Elle était en train de devenir la star préférée d'Hollywood. C'est à Paris qu'elle tomba amoureuse de Capa, qui, dès le début de leur aventure, lui avoua combien la mort hantait souvent ses rêves. Début septembre, Ingrid Bergman repart aux États-Unis pour continuer d'incarner son personnage de jeune fille pure et virginale, et Capa, incapable de savoir exactement comment occuper sa vie en temps de paix, la rejoint bientôt. Pourquoi ne pas devenir auteur, réalisateur ou producteur? Ingrid Bergman est aux anges. Mais quelques semaines plus tard, Capa s'est fait une religion sur Hollywood. C'est la plus grosse merde dans laquelle j'ai jamais mis le pied. Fin de son amourette avec l'industrie du film, fin de son idylle avec Ingrid Bergman. Décidément, Endre Friedman n'était pas fait pour les États-Unis. Pendant de nombreuses années, il s'était tant bien que mal dissimulé derrière Robert Capa. Et aussi incroyable que cela paraisse aujourd'hui, la quasi-totalité de ses admirateurs ignorait tout de son identité. Quand en 1947 est enfin révélée sa véritable histoire, a-t-il seulement envie de mentir encore? Capa n'existe pas, il n'a aucune réalité. Des pieds à la tête, c'est une invention de chaque instant, dit de lui un ami. Le jeune photographe de Life, Myron Davis, se souvient des heures entières pendant lesquelles Capa restait enfermé dans la salle de bain. Chaque matin, il devait passer un temps démesuré à se mettre dans la peau de son personnage. Davis immortalisa ce long et douloureux rituel matinal, indispensable selon sa propre expression, pour que Friedman se mue en Capa. L'homme qui s'est inventé lui-même. Capa aurait pu contresigner cette définition, même s'il était plus exact de dire l'homme qui, chaque matin, devait recommencer à s'inventer lui-même. Depuis la fin de la guerre, Capa n'est plus très entreprenant, mais un projet lui tient néanmoins à cœur, la création de Magnum, une nouvelle agence composée de jeunes photographes qui seraient maîtres de leur travail. Il en aurait eu pour la première fois l'idée en découvrant une de ses photos achetée à son insu par un journal néo-nazi et illustrant un article antisémite. Les rédactions des magazines, d'abord incrédules devant l'audace de Magnum, qui prétendait garder la propriété des droits d'auteur et des négatifs, du jamais vu dans la presse,
finirent par accepter ces nouvelles règles, offrant ainsi à Capa d'inespérés revenus. Début mai 1948, Capa apprend enfin une bonne nouvelle. La première depuis longtemps. Israël va bientôt voir le jour. Dans l'euphorie, il part aussitôt pour Tel Aviv et couvre ainsi son 4e conflit. La guerre d'indépendance israélienne restera celle que Capa prendra le plus à cœur. Il la photographiera avec passion, retrouvant son coup d'œil et son efficacité légendaire, réussissant ainsi l'un des meilleurs reportages de sa carrière. Arrivée des rescapés de l'Holocauste, retour des cendres de 200 000 juifs assassinés dans les camps nazis, hommes et femmes bouleversés de se retrouver pour prier leurs morts près des tombeaux des anciens rois hébreux. Jamais Capa ne se sentira plus proche de ceux qu'il photographiait. Jamais il ne saisira avec une telle intensité leurs souffrances et leurs espoirs. Quel bilan fit Friedman à la fin de sa vie de sa longue cohabitation avec Capa? Certes, au début des années 50, ce nom est plus que jamais celui d'une légende vivante. Certes, ses amis sont encore nombreux, ses aventures amoureuses toujours aussi piquantes. Picasso ou Matisse, comme hier Hemingway ou Steinbeck l'accueillent. Le travail ne manque pas. Mais tous les témoins n'en décrivent pas moins un homme définitivement égaré, à bout, n'arrivant plus à croire à ses propres mensonges. Le Friedman que connaissait Eva Besniaud, sa plus ancienne amie, est devenu, dit-elle, un histrion superficiel et pitoyable, dilapidant aux courses la cagnotte de Magnum, empruntant sans cesse de l'argent à ses proches pour le perdre aussitôt dans les casinos. Irving Shaw décrit l'homme qui en avait trop vu, l'homme désespéré, défait, plein de regrets, dont l'appareil photo a tant scruté la mort et le malheur, et qui porte en lui les stigmates laissés par toutes les tragédies et les souffrances qu'il a traversées. Jouer à être Capa l'épuise. Capa se sent définitivement piégé par son image. Alors il va partir une dernière fois, une 5e fois, une fois de trop. Alors qu'il est au Japon, il accepte de remplacer en Indochine un confrère qui doit rentrer aux États-Unis pour des raisons familiales. Il le sait, il l'a dit. À chaque nouvelle guerre, ses chances de survie s'amenuisent. En Israël, il a senti la mort le frôler comme jamais. C'est pour cela sans doute qu'il n'est pas allé en Corée un peu plus tôt, prenant le risque de ne plus être considéré comme le photographe de guerre numéro 1. Pourquoi cette fois a-t-il répondu oui? Parce qu'il manquait d'argent? Parce qu'il voulait redorer son blason? Ou tout simplement parce qu'il n'avait rien à perdre? La dernière image de Capa, filmée sur l'aérodrome de Luang Prabang. En arrivant sur le terrain où les Vietnamiens étaient en train de battre les Français, Capa retrouva intactes les émotions qu'il connaissait si bien. Tout pouvait donc recommencer. En s'enfonçant dans les rizières, il apparut galvanisé aux autres journalistes. Et indifférent aux obus qui pleuvaient autour de lui, il photographiait sa 5e et dernière guerre comme si rien ne pouvait lui arriver. Quand on retrouva Capa, qui s'était éloigné du petit groupe de soldats qui l'accompagnaient, il était étendu sur le dos,
baignant dans son sang, grièvement blessé à la poitrine, la jambe gauche déchiquetée, à côté d'un cratère creusé par l'explosion d'une mine. Sa main gauche agrippait encore son appareil photo. À propos de son débarquement à Omaha Beach, avec la première vague, Capa avait écrit « Le correspondant de guerre est libre de miser son enjeu, c'est-à-dire sa vie, sur tel ou tel cheval. Il peut aussi se raviser à la toute dernière minute. Je suis un joueur. J'ai décidé d'y aller. »